Bonjour à toutes et à tous. On va cesser encore 30 secondes le temps que les gens arrivent. Alors, je suis très conscient que je suis la première conférence après le repas, que les effets de la digestion vont commencer à se faire sentir dans les minutes qui viennent. Donc c'est délibérément une conf qui est assez légère. Ceux qui me connaissent savent que je peux me prendre très au sérieux, mais aussi pas du tout au sérieux. Donc on va essayer de prendre la deuxième option ce coup-ci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Coquet, j'ai 43 ans, 2 enfants. Je m'occupe de la pratique Analytics, donc on conseille en Digital Analytics, donc au groupe Bien Ces Décisions, qui est maintenant partie d'Orange. Je m'occupe d'une solution logicielle qui s'appelle Upscan, qui fait de l'assurance qualité de marquage. Donc si vous avez un outil type Google Analytics, AdWords, Adobe, ce que vous voulez, on vérifie que le marquage est mis en place automatiquement avec les bonnes valeurs. Voilà, c'est la fin du pitch. Ça fait très longtemps que je fais ce métier-là, donc virtuellement depuis la fin des années 90. À l'époque, on travaillait avec des logs, c'était rigolo. Mais c'est fini ça. Cela dit, vous êtes prêts là, c'est bon? Bon. C'était il y a longtemps, mais en fait, un petit rappel quand même. Bon, ça c'est la pub, on arrête. Hop. Le rappel, c'est quand même qu'on est en 2019, depuis pas longtemps certes, mais en 2019 quand même, et que le web a 30 ans. Donc pour ceux qui se rappellent, le web est né en France, cocorico, même si le CERN est en Suisse, haha, que le JavaScript a 24 ans. Le JavaScript, on l'a vu apparaître dans Netscape, Netscape 2 de mémoire, donc en 95. Donc on est sur une techno, JavaScript, qui est quand même rodée. Hein. Ça va, c'est pas inconnu comme techno. Et du coup, le corollaire de ça, c'est que tout ce qui est tracking en termes de mesure d'audience, ben voilà, ça a 20 ans. Donc tout ce qu'on devrait vous montrer aujourd'hui en termes de KPI, de mesure de la performance, ça ne devrait pas être nouveau. Ça ne devrait pas être un truc état de l'art. Ça devrait être de l'hygiène. D'accord? Il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui encore, quand je vois chez les clients, des choses qui sont complètement aberrantes en termes de tracking. Et un début de la conférence, c'est de montrer un petit peu les types de scénarios catastrophes que je rencontre. Et parce que bien comprendre que ce que vous allez collecter comme information sur votre site, sur votre application mobile, si elle est pourrie à la base, tout ce qu'elle vous allez faire après va être pourri. D'accord? Donc commencez pas à me bassiner avec du machine learning, de l'IA, des trucs sur la comète. Si votre donnée est pourrie, vos modèles seront pourris. D'accord? Donc on va être très clair là-dessus. Et donc là, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de revoir les cas de figure catastrophiques que je vois un petit peu comme dans Ramsey à la télé. Vous pouvez remplacer Ramsey par HBS, hein, si ça vous branche, hein, c'est votre truc. Analytics, vous pouvez remplacer par Piwik, vous pouvez remplacer par Adobe Analytics, je m'en fous. L'idée, c'est que c'est la pratique de la collecte d'informations sur un site web ou une appli qui est généralement pourrie. D'accord? Je ne connais pas de boîte qui a une stratégie de tracking 100% parfaite. D'accord? On est plus près des 25-30% que des 80%. Hein, bon. Sur ce, on y va allègrement. Le premier truc, et comme je suis un bon développeur, c'est une absence numéro 0, pas une absence numéro 1. D'accord. Le premier truc qui va vous plomber, c'est le fait de ne pas avoir de plan de marquage. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un plan de marquage? Bon, on va faire plus simple. Ceux qui savent ce que c'est, levez la main. Ah ouais, quand même. D'accord. Donc, ça veut dire quand même qu'on a des... vous entendrez aussi des fois des nomenclatures, des plans de tagging, c'est la même chose. En gros, c'est quoi? C'est le truc que je me dis, mais il est où ton plan de marquage? Qu'est-ce qui se passe? Il est planqué dans la soupe, c'est ça. Un plan de marquage, c'est un document qui va vous aider à codifier, à modéliser les informations que vous devriez collecter sur un site web. D'accord? C'est par exemple, oui, je mets un bout de code analytics sur chacune de mes pages web pour que je puisse traquer la performance sur chaque page, faire des jolis rapports sur la comète et dire à mon boss le mois prochain que j'ai eu des pages vues. Ok, ça c'est la base de la base. En revanche, ça devrait être un peu plus péchu que ça. Si vous mettez que un plan de marquage avec j'ai une page vue, ouais, c'est cool, mais vous avez que des stats de base. Ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question, je mesure quoi et pourquoi faire, hein? On va en reparler après. Le but, c'est que vous montiez votre propre Bible, on va dire votre référence. Je vais attendre que le service public fasse son message. Voilà, c'est parti. Donc la partie Bible, pour rester un petit peu dans le jargon conversion un peu religieux à l'américaine, la Bible est intéressante parce que c'est un document que vous allez pouvoir partager dans l'entreprise.
Et vous allez pouvoir dire, ben tiens, regarde, nous, on avait prévu de traquer les clics comme ça, les pages comme ça, les formulaires comme ci. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout le monde qui mesure la même chose. Hein. Mesurer des pommes et pas des oranges et des mandarines. Hein. Si vous avez fait un travail de définition des KPI, donc les indicateurs clés de performance, le plan de marquage est là pour retraduire la capture d'informations sur le site web ou sur l'application mobile. En général, vous avez deux parfums. Vous avez un fichier PowerPoint qui fait un peu play school, c'est-à-dire que vous avez des captures d'écran. Alors ça, c'est la page d'accueil, ça, c'est la page panier, ça, c'est la page merci. Et voilà ce qu'on met sur les choses qu'on veut traquer. Et après, en général, on a un fichier Excel compagnon qui est plus détaillé, on va dire. On sait par exemple quand je travaille pour des clients comme L'Oréal et que sur une page produit Lancôme, j'ai jusqu'à 300 attributs par produit, on se dit que j'ai intérêt à faire ça de façon propre. Donc le fichier Excel est encore malheureusement très d'actualité. J'en ai perdu combien là? C'est bon? On continue. Le numéro 1, c'est la partie gouvernance. Alors gouvernance, c'est un nouveau nom à la mode. En gros, ça veut dire qui fait quoi et qui je peux blâmer s'il se passe un problème. Pourquoi c'est important? Parce que, juste un petit sondage, il y a combien d'agences dans la salle? Agences SEO, médias, SEA? D'accord. Donc le reste, c'est a priori des indépendants ou des annonceurs. Pourquoi c'est important? Parce que très souvent, vous avez des agences qui se disent hey, « j'ai un client, j'ai récupéré des stats, et puis en fonction de ce que je trouve, je vais faire plus ou moins de la prestation derrière. » C'est de bonne guerre, mais ça ne devrait pas être votre préoccupation première. Pourquoi? Parce qu'en général, j'ai des clients qui se disent « mais c'est mon agence qui a le compte analytics, je fais quoi maintenant? Combien j'en ai par jour ?» qui me pose la question. Eh bien, le but, c'est « c'est encore une agence qui a créé le compte. » Et le problème, c'est que quand ça se passe comme ça, j'ai plus la main, moi, en tant que client, sur mes données. Et vous ne devriez pas être pris en otage comme ça. Alors, j'utilise le terme otage très librement, évidemment. Hein, c'est pas... Hein. Quand vous allez vous retrouver avec des cas où j'ai les CAC 40 qui sont allés au procès avec leurs agences parce que les données n'étaient plus à eux. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc, si vous êtes un annonceur, faites vos propres comptes Analytics, ou n'importe quel compte, en général le tracking, n'importe quel outil marketing devrait être à vous, pas à l'agence. D'accord. Bon, après, si vous êtes je sais pas moi, vous êtes client Avas, et forcément Avas ou un publiciste, je m'en fous, c'est pas important. Ils ont leur tracking à eux qui vous proposent comme service, c'est différent. Maintenant, si vous êtes propriétaire d'un compte, voilà, soyez vraiment propriétaire, créez le compte vous-même, et après vous déléguez les accès à vos agences. D'accord. Et les agences, s'il vous plaît, c'est pas parce que vous pouvez traquer des trucs sur les clients que vous devez le faire. D'accord. Soyez cool. Vous êtes plutôt là pour apporter de la valeur ajoutée, du conseil, plutôt que d'avoir forcé la main sur un truc. Alors, le corollaire, ça c'est le stagiaire aigri. Alors, attention, ça décroche. Boum. Combien de fois j'ai vu des stagiaires à qui on donnait les droits d'accès complets sur un compte Analytics? Et disons qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une entreprise, encore une fois un CAC 40 parce qu'on est français, Cocorico, qui me dit j'ai un problème, mon compte Analytics a été effacé. C'était avant qu'on ait l'option poubelle dans Google Analytics, par exemple. Le truc était effacé, on ne peut plus rien faire. Et bien, il s'est passé quoi? J'avais un stagiaire qui devait être embauché. On lui dit, non, tu vas rire, en fin de compte, on ne t'embauche pas. Et puis, le gars est allé de rage dans Analytics, il a cliqué sur effacer le compte. Voilà. Et donc, il a fallu pleurer pendant des mois près de Google pour restaurer le truc. Enfin, voilà. Donc, c'est le genre de truc qui est le corollaire un petit peu de ce qu'il y a avant, c'est mettez des sécurités en place. Donc, si vous avez des droits d'accès, verrouillés, un maximum. Hein. Ce n'est pas de la parano, mais un peu quand même. Parce que vous allez vous tomber sur des situations où vous aurez forcément quelqu'un qui va vous dire dis, j'ai besoin de faire un truc rapidement, tu me donnes le droit d'admin. Et puis, soyons réalistes, hein, vous n'allez pas vérifier tous les 6 mois, enfin même tous les mois que les droits d'accès sont les bons. Hein, je ne pense pas que c'est un truc que vous fassiez tous les jours parce que ça vous éclate. Donc, si vous êtes un peu comment dire, geek comme moi, vous allez mettre en place des outils pour faire de la vérif automatique, qui vous envoie un email pour dire « Ah ben tiens, ton pion n'est plus dans l'entreprise, donc on lui retire son accès. » Donc ça, c'est des choses qu'il faut éventuellement automatiser, mais bon, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, si vous faites un peu de code, il y a des API qui sont très bien dans Google ou dans d'autres qui permettent donc de gérer les droits d'accès. Merci de nous rejoindre. OK. À la suite, c'est bon toujours? Allez, gestion de compte, on y revient. C'est pas la même chose, mais différemment. Vous allez voir que
en général, j'ai expliqué là, je fais plutôt du Google, mais pas que. Mais c'est vrai pour d'autres outils aussi. Donc quand vous avez des données de test en prod, c'est génial. Tous les jours, j'en vois. Parce que quand on est développeur et qu'on met en place les bouts de tracking pour Analytics, par exemple, ou pour d'autres, on n'a pas cette culture du ah ben tiens, où est-ce que les données remontent. On a la culture du ah, le marketing m'a demandé de faire un truc. Faut que je mette un bout de JavaScript dans une page. Fait chier, j'ai pas envie. Ça vous rappelle quelque chose? Bon. Ils ne se rendent pas compte que la donnée qu'on va récupérer ne va pas aller dans le bon silo de données, dans les bons rapports. Donc combien de fois j'ai vu des chaînes de télé françaises se retrouver avec, par exemple, on installe le bout de code de la page d'accueil de la chaîne sur la page dédiée à l'émission qu'on vient de lancer. Et on se dit, mais c'est bizarre, j'ai un gros pic de trafic sur la homepage, mais j'ai pas de trafic sur la page de l'émission. Qu'est-ce qui se passe? C'est même combat. C'est-à-dire que quand ils ne font pas attention à là où ils envoient les données, les techniciens, ils font sur leur demande. Et ce n'est pas un problème. Faut impliquer davantage les équipes techniques dans les process marketing. Vous les dérangez pour mettre un tag sur une page, pour traquer je ne sais pas quoi, votre truc qui vous est important, mais qu'eux comprennent ce que ça implique pour vous et pour l'entreprise. Donc le coup de, oui, les données de test en prod, oui, c'est tous les jours j'en vois. Alors si vous avez un outil type Tag Manager, par exemple, ça devient de plus en plus facile d'éviter ce problème. Mais ce n'est pas non plus la panacée. Hein. Voilà. Et comme je dis en haut, voilà, ça expliquerait pourquoi les rapports sont vides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça passe comme ça, il faut mettre en place un bout de code dans la config de l'outil de tracking. Si, par exemple, le sous-domaine s'appelle preprod.monsite.com, on envoie la donnée vers la preprod. Ça, c'est facile à faire. Hein. Si c'est marqué www.monsite.com, on envoie vers la prod. Ça semble évident, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est des leçons d'hygiène de données en 2019. C'est des trucs qu'on devrait faire tranquillement depuis 20 ans. D'accord. Et je suis en train de vous en parler aujourd'hui. D'accord. Il y a plein de gens qui jouent à hocher la tête ou qui ont l'air surpris. C'est vrai, on peut faire ça? Oui, ça existe encore malheureusement. Hein. Donc voilà, donc les tag managers, c'est pratique. Ensuite, alors attends, j'ai fait quoi là? Ah non, c'est le laser. Ça. Je suis très facilement distrait. Alors, le problème de base, ça revient un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Si j'ai pas un tag de base sur toutes les pages, bon sang de bois, c'est encore une fois le niveau zéro de l'hygiène. Hein, j'ai besoin d'avoir le minimum du tracking. On ne vous demande pas de faire des plans de marquage sur la comète forcément, mais d'avoir au minimum les données de base pour la volumétrie. J'ai tant de visiteurs, tant d'utilisateurs, tant de sessions, tant de ce que vous voulez. Hein. Donc s'il vous plaît, si vous avez du PHP, si vous avez du ce que vous voulez, assurez-vous que sur vos modèles de page, vous ayez au moins un bout de code qui fasse le tracking minimum. D'accord, s'il vous plaît. Parce que le truc rigolo, c'est, imaginez-vous, vous avez des pages sur votre site qui n'ont pas de tracking. Et du coup, vous arrivez sur une page d'après sur le site qui a du tracking. Donc la page qui n'est pas traquée devient le référeur de la page traquée. Et ça devient pas drôle rapidement. D'accord? Encore une fois, le tag manager, c'est pratique parce que ça permet de faire un cheval de Troie. Hein, vous êtes parano ou pas. Mais c'est pratique, c'est quand même assez puissant. Ensuite, vous avez... Ah, celui-là, j'aime bien celui-là. Quand vous avez un site web ou une application mobile, n'importe quel dispositif digital, vous devriez être en mesure de répondre à une question simple en moins de 30 secondes. La question hyper simple, c'est « Mais pourquoi vous avez un site web? À quoi il sert ton site ?» Il est volontaire? À quoi sert votre site web? À se faire connaître, ok, donc on va dire visibilité, faire de la page vue, ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Les retardataires, là? Non? Hein? Générer du lead, ok, donc la conversion, du lead, la soumission de formulaire, ok. Si on ne sait pas se poser toutes ces questions, ça peut être faire des ventes, ça peut être, je sais pas moi, faire en sorte que mes vidéos soient vues plus de 30 secondes. D'accord? Si on n'a pas fait un travail de définition des objectifs d'un site, ça ne sert pas à grand-chose. Vous payez de l'hébergement pas grand-chose. C'est un peu dommage. Donc le fait d'avoir de ne pas avoir d'objectif. Alors, je vous laisserai googler parce qu'on a un peu moins de temps aujourd'hui, mais le SMART, c'est une typologie d'indicateurs clés de performance. En gros, ça vous dit est-ce que c'est raisonnable, atteignable, mesurable dans le temps. Donc, c'est plein de caractéristiques d'indicateurs clés de performance qui sont assez importants. Mais rappelez-vous que si vous n'avez pas d'objectif, de bien défini clairement, vous n'avez pas moyen de justifier votre job. Si vous n'avez pas dit mon objectif, c'est de faire croître de réduire le taux de rebond de 20% d'ici la fin du trimestre,
Et ben, si vous n'arrivez pas à montrer que vous avez contribué à l'objectif au moins partiellement, eh ben, votre patron il vous dira, ben, écoute, Jean-Luc, t'es gentil, mais je te vire. Si vous pouvez dire au patron, mais attends, j'ai atteint au moins 50% de mon objectif et voilà pourquoi ça ne marche pas. Là, vous êtes déjà plus crédible. Vous serez peut-être viré, mais au moins vous aurez pu dire, voilà. Donc, pas d'objectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'action. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quel levier tirer pour faire quelque chose. Vous n'avez pas de gratification, parce que ça veut dire que votre but premier, et ça vaut pour le digital, ça vaut pour n'importe quel job, votre but premier dans votre emploi, dans n'importe quelle boîte que ce soit, c'est de faire mousser votre patron. Si vous êtes déjà patron, vous pouvez vous faire auto-mousser, c'est très pratique. Mais c'est ça, c'est contribuer au succès de votre supérieur, c'est contribuer au succès de votre entreprise. C'est petit, c'est mesquin, mais ça marche comme ça. Donc, si vous avez des objectifs clairs et bien définis, vous allez pouvoir dire « Ok, on a réussi à atteindre, voire dépasser l'objectif. » D'accord ? Si vous avez déjà fait un entretien RH, vous allez voir, ça marche comme ça aussi. Et donc, du coup, logiquement, l'optimisation, c'est l'étape d'après. On a atteint un objectif, on l'a plus ou moins dépassé. Qu'est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin? Est-ce que mettre un objectif de 200% de vente en plus, c'est réaliste ou pas? Voilà. Le prochain, je l'aime bien, les campagnes. Il y en a qui font des campagnes autres que AdWords? Du social peut-être? Un peu de Facebook? Du Bing peut-être? Non, je rigole. Et le problème, c'est quand j'ai une agence qui n'est pas foutue en 2019 de me faire un tracking de campagne avec des paramètres de base pour dire ça c'est ma provenance, ça c'est mon canal, ça c'est par exemple la version de ma newsletter, eh ben on a un gros problème. Quand on parle d'outils comme Xiti ou comme Internet maintenant, quand on parle de Google Analytics, il est grand public depuis 2006. Vous avez eu 13 ans pour vous familiariser sur la façon de traquer une newsletter ou n'importe quoi avec Analytics. C'est pas la physique nucléaire. Hein. C'est vous dites à votre agence, vous avez 3 paramètres à mettre dans une URL. Basta. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça, comme je dis en haut de l'écran, je ne sais pas quel 50% de mon budget je gaspille. C'est un peu ça, c'est que je balance du fric et si je n'ai pas le retour sur par quel canal je proviens, ça ne me sert sûrement à rien de faire de la campagne. Donc, si vous avez des vieux comptes AdWords, des très vieux comptes qui n'ont pas encore été migrés, assurez-vous que vous avez de l'automarquage, comme ça au moins vous avez un début de tracking de qu'est-ce qui vient d'AdWords. Côté Analytics, évidemment, il faut faire la jonction. Si vous avez des paramètres type Facebook ou AdWords, assurez-vous qu'ils sont bien traqués. Et le plus drôle aussi, c'est quand vous avez des redirections 301 ou autres ou côté serveur chez vos techniciens qui cassent ces paramètres-là, vous avez du coup 0 visibilité. Donc ça, c'est assurez-vous bien que vos techniciens font le boulot. Si vous avez plusieurs canaux, adoptez une convention de nommage, ou une nomenclature, c'est le mot exact en français. Comme en anglais on dit naming convention, forcément en français ça dérape. Donc voilà, une nomenclature, c'est le terme exact, pour dire ok, toutes les campagnes print, toutes les campagnes sociales, toutes les campagnes newsletter vont suivre ce format-là de paramètres. Si vous n'avez pas ça, voilà, encore une fois, on parle de niveau d'hygiène 0 de la campagne. Si vous n'avez pas ça, vous avez un gros problème. J'ai l'impression qu'on a un problème de zoom parce que ma dernière ligne est tronquée. Alors, quelqu'un a déjà fait les edits de campagne dans Google? Pas UTM, source, medium, campagne, machin. Hein. Vous avez carrément des ID. ID. Non, personne? Bon. Les ID, ça permet juste d'avoir donc un numéro, un libellé, que Google va après retraduire en source, medium, campagne, etc. Ça permet donc de faciliter les choses. Donc vous uploadez un CSV chez Google, vous avez la même méthode chez Adobe, la même méthode chez d'autres outils, on s'en fout. L'idée, c'est que vous avez une façon plus simple de communiquer un identifiant à une agence, plutôt qu'elle se plante sur mettre 3 paramètres. Voilà, donc c'est un niveau de risque qui est autre. Encore une fois, hygiène 0 de la gestion de campagne. Ah, après l'e-commerce, j'aime bien celui-là. Il y a beaucoup d'e-commerçants dans la salle? Quelques-uns quand même? Bon, ça va. En général, vous regardez plutôt les rapports de vente sur Analytics ou sur la plateforme e-commerce? Plutôt e-commerce. D'autres sur Analytics? Non? La bonne réponse était sur la plateforme e-commerce. Donc si vous avez Magento, vous avez un PrestaShop, vous avez votre boutique maison, regardez toujours votre outil d'e-commerce pour les stats. D'accord? Un outil comme Analytics, Xiti ou autre, ou Piwik, il a uniquement pour ajouter une couche comportementale par rapport à la performance e-commerce pure. D'accord? Donc, le truc de base, c'est, ben ouais,
Combien de fois ça m'est arrivé avec des clients qui avaient des transactions, puis à la fin, il n'y a pas de produit? J'ai un numéro de commande, c'est cool. J'ai un CA associé à la commande, c'est cool. Mais je ne sais pas quels produits ont été vendus. Parce que j'ai quelqu'un au niveau intégration qui s'est planté comme une loutre quand il a fallu mettre les numéros de produit, et les coûts par produit, et les attributs de produit. Et moi, je suis chef de produit, je ne sais pas ce que je vends. Je suis chef produit ou je suis chef de catégorie de produits, je ne sais pas comment mettre en avant mes produits parce que je ne sais pas ce qui a été vendu. Donc, encore une fois, ce qu'on fait avec du tracking, ce n'est pas la physique nucléaire. D'accord? C'est pas du quantique. Voilà, prenez des photos, vous inquiétez pas, il y aura les slides. Hein. Je fais partie de ces gens qui ne prennent pas des photos des conférences parce que je sais qu'il y aura les PDF à la fin. Si vous avez de l'e-commerce avancé ou pas, faites des tests. Regardez ce qui remonte dans vos rapports. Parce que si vous n'avez pas de notion de produit, vous avez un problème. Oui, que le produit soit vu, qu'il soit cliqué, c'est cool, mais s'il n'est pas là sur la page de confirmation d'achat, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Si vous avez donc des produits qui ont plein d'attributs, je parlais de L'Oréal, je parlais donc de plein d'autres marques avec qui je travaille, si vous avez plein d'attributs qui se rapportent aux produits, eh bien assurez-vous que les produits sont bien remontés parce que vous avez quelqu'un au département marketing ou au département produit qui va se dire « je veux absolument savoir quels sont les attributs produits les plus vendus ». Okay. Est-ce que ma Peugeot 206 elle est plus vendue en gris métallisé ou en gris anthracite? D'accord. Est-ce que la même Peugeot elle est plus vendue en diesel ou en essence? D'accord. C'est con, hein, mais c'est des choses qui vont venir complémenter les informations qui sont déjà plus ou moins vues en concession. Mais plus j'ai d'informations sur le site web, sur des demandes de réservation de conduite par exemple, sur des demandes de n'importe quoi qui est relié à un produit ou même de l'achat pur, plus j'ai de l'information qui est structurée, qui est propre, plus j'irai loin. D'accord. Voilà, idéalement, alors regardez votre cycle de vie du produit. Combien de fois est-ce qu'il apparaît sur le site web en promo? Combien de fois il est vu dans une liste? Combien de fois il est vu en page de détail, donc en PDP comme on dit? Combien de fois est-ce qu'il a été ajouté au panier? Et combien de fois il est réellement présent sur la page de confirmation d'achat? Ça, c'est important. Ok, c'est bon pour l'instant? J'en ai pas trop perdu? Bon, vous êtes formidable. Un sujet que j'aime particulièrement, qui est un peu le parent pauvre de l'analytics, c'est la recherche sur le site. J'arrive sur un site, et puis il y a une boîte qui me dit « tapez la recherche ici ». Donc déjà, vous allez regarder vos rapports, et regardez le nombre de fois où le mot « recherche ici » a été cherché. Voilà, c'est la petite blague du métier. C'est pour dire qu'en général, vous avez un tracking qui se fait sur la boîte de recherche, et on traque le libellé qui est pré-rempli dans la boîte de recherche. Tapez votre texte ici. Combien de fois j'ai eu des sites voilà. Donc ça, c'est intéressant à traquer parce que, non, réellement, le vrai mot qui est traqué, hein, c'est intéressant. De plus en plus, vous allez avoir des moteurs de recherche type merchandising ou autres qui vont vous pré-proposer un résultat. Ça, c'est plus compliqué, vous allez voir, c'est encore faisable, hein, mais c'est plus compliqué parce que de plus en plus, on va pas vous dire quel est le mot-clé qui a été tapé, mais le mot-clé qui a été suggéré. C'est pas non plus une mauvaise chose en soi, hein, mais si ça se trouve, j'ai un moteur de suggestion qui me propose des mauvaises choses par rapport à ce que j'ai tapé. D'accord. Donc idéalement, c'est bien de pouvoir faire papa-maman entre le mot-clé tapé et le mot-clé suggéré. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on n'a pas non plus de tracking sur ce qui se passe après la recherche. Donc, mon Gordon, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait, bah ouais, il cherche, on ne sait pas ce qu'il trouve. Parce qu'on a non seulement une notion de mot-clé tapé qui est planté, ou pas forcément mesuré, et on n'a pas non plus de notion de est-ce qu'ils ont cliqué sur des liens résultats. D'accord. Ils font quoi après avoir cherché? Donc ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je fais partie de ces gens qui pensent que la recherche sur le site, c'est la deuxième chance du site. La recherche, c'est j'ai pas trouvé ce que je voulais en provenant du SEO ou en provenant du SEA. Donc par définition, soit je me casse, parce que je suis un visiteur qui n'a pas de temps à perdre, soit je me sers de la recherche. Et si je plante en plus la recherche, je perds mon visiteur. Et je perds un client. Donc avoir une fonction de recherche qui est propre, qui mesure ce qu'on veut, ou si on a besoin plutôt pour avancer, c'est bien. Typiquement, vous avez les cas de figure où vous ne traquez pas non plus le nombre de résultats. Quels sont les mots-clés qui ne retournent rien? Quels sont au contraire les mots-clés qui retournent 40 milliards de résultats? Dans les deux cas de figure, ça peut être un problème d'indexation. On en parlera après. Donc si vous avez un CMS, n'importe lequel, un WordPress, ou si vous avez un truc genre Elasticsearch ou je ne sais pas quoi, vérifiez bien que ce que vous allez avoir comme suggestion est pertinent. Faites vos tests. Hein. Ne prenez pas l'éditeur, ce que l'éditeur pour argent comptant. Faites vos tests de mots-clés, voyez ce que ça retourne.
Parce que si vous tapez le mot-clé et puis du coup, ben, ça ressemble les résultats ressemblent à genre 40 millions de résultats, c'est pas intéressant. Dites à votre indexeur d'enlever le mot et ou tous les petits mots de liaison, par exemple. Faites des catégories de recherche. Est-ce que ma recherche a été faite de manière simple, j'ai tapé le mot-clé, ou, je sais pas moi, c'est une recherche sémantique, ou une recherche avec un filtre, d'accord? Donc tous ces attributs de recherche, ils sont importants pour voir comment est-ce que la recherche est utilisée. Encore une fois, j'en parle particulièrement de la recherche parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais bon. Et voilà, si vous avez Google Analytics, comme beaucoup de monde dans la salle, assurez-vous que vos URL de recherche ne sont pas traquées telles quelles dans vos rapports. Sinon, vous allez avoir une page par mot-clé tapé. Et ça devient vite relou. Vous avez un truc magique dans Analytics qui s'appelle le syndrome Other. Other comme dans prononcé à la française, autre. Pourquoi c'est important? Parce que tous les jours, Analytics il fait le compte des URL uniques par jour, voilà, par jour. Donc si par exemple j'ai plus de, je sais pas moi, 50 000 URL uniques, la 50 000 est unième, et tous les autres après vont être englobés dans un truc qui s'appelle Other. On ne sait pas ce que c'est insegmentable, indécrottable, et ça vient polluer mes rapports. Donc plus vous allez supprimer les mots-clés ou tous les paramètres d'URL qui dédupliquent vos pages, plus vous allez qui dupliquent vos pages plutôt, plus vous allez faire ça, plus vous allez dédupliquer justement les URL, vous allez les rendre uniques, et ça va les rendre plus lisibles dans vos rapports, et ça évitera d'avoir des données que vous perdez. Voilà pour ça. Allez, courage, on est bientôt à la fin. Vous êtes encore là? Allez, rentrez chez vous, là. Non, non, je déconne, il y a encore des confs après. Mais ce que je voudrais quand même que vous fassiez, c'est que ce qu'on a discuté aujourd'hui, j'ai vu plein de gens qui hochaient la tête là, dans la salle pendant que j'en parlais. Ça va même dire que vous n'avez pas complètement tout mis en place que ce dont je parlais. Donc rentrez chez vous, mettez-le en place sur votre site, sur votre appli. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont encore, qui restent à faire. Parce que de vous à moi, c'est pas un projet statique. Hein. C'est pour ceux qui me connaissent, c'est les projets que je gère, c'est pas des projets qui sont, ils sont faits puis après on s'en va. C'est des projets qui sont sur la durée. Je veux dire, un plan de marquage dont on parlait tout à l'heure, c'est pas quelque chose de statique, de monolithique. Hein, c'est un truc vivant. Donc ça veut dire que le jour où mon directeur marketing change, il faut que je change de plan de marquage aussi des fois. En tout cas, il faut que je fasse évaluer. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez commencer à intégrer dans la façon de travailler. Voilà. Donc, dans les choses à faire. Si vous avez moyen, faites en sorte de regarder comment votre site se comporte avec le modèle ABC. Le modèle ABC, c'est un truc qui a été donc introduit il y a 6 ans par Google sur la partie Analytics. En anglais, c'est Audience Behavior Conversion, donc en français, audience et acquisition, contenu et conversion. C'est comme ça que vos rapports sont présentés. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez la partie acquisition et audience qui est vraiment en amont, qui vient sur mon site, puis qu'est-ce qu'ils font sur mon site, puis est-ce que ce qu'ils font sur mon site a une valeur pour moi? D'accord, soit en termes d'objectifs, soit en termes d'e-commerce, etc. Donc, tant que vous n'avez pas fait tout ce qu'on a discuté avant, en termes de propreté, d'hygiène de base du tracking, si vous n'avez pas ça en place, tous les autres projets que vous allez pouvoir mettre en place avec des données ne serviront absolument à rien parce que vos données seront pourries ou incomplètes. D'accord? Normalement, j'ai encore un autre pitch sur la partie outils que je vends, mais franchement, ce n'est pas ma tasse de thé aujourd'hui. Commencez par ça, on verra après pour le reste. Ça devrait vous poser des questions sur comment est-ce que vous allez utiliser Analytics dans votre vie de tous les jours. Donc, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai un site web? Je mesure quoi? Pourquoi faire? Parce qu'une fois que vos rapports sont remplis, vous faites quoi après? Non, non, je déconne pas, c'est une vraie question. Je vais prendre un volontaire ou une volontaire, attention. Je vais avoir une main qui se lève dans les 3 secondes. 1, 2. Monsieur là-bas, avec les moustaches. Ouais, qui se retourne là. C'est toi. Qu'est-ce qu'on fait avec un rapport de type tracking, analytics? On fait quoi après avec? Hein? D'accord, et on fait quoi avec? D'accord. On prend plusieurs avis. Attention, madame. On analyse, d'accord. Alors comment on s'y prend? D'accord. Ça, j'entends dans toutes les confs. D'accord, j'analyse le tir d'enseignement. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je fais exprès, là. Je vous pousse, là. Alors, je ne sais pas. Imaginons, je vous donne un rapport de page vue. Vous en faites quoi?
Moi, si je vois un rapport de page vue qui me dit ouais, très bien, tu as eu 10 000 pages vues aujourd'hui, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend de beaucoup de choses, effectivement. Là, vous réagissez. C'est cool, ça. Non, je sais que j'ai 10 000 pages vues aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que hier, j'en avais 100? Est-ce que j'en avais 100 000? Est-ce que c'est bien par rapport à l'objectif de visibilité que je suis fixé il y a 3 mois? D'accord? Donc toutes ces choses-là, voilà, quand on parle d'analyser, c'est dire, OK, on voit ce qu'il y a dedans, mais est-ce que concrètement, ça correspond à quelque chose? Est-ce que je peux en tirer un enseignement autre que dire, ah ben, on a plus de trafic? D'accord? Si après je peux dire, oui, j'ai plus de trafic, j'ai un pic de plus de 30% avec que je peux expliquer en partie à une campagne SIA sur le nom de marque, là je commence à faire des progrès. Si derrière je commence à dire, oui, mais tant dans les noms de marque, ceux qui l'ont mal orthographié ont acheté plus que ceux qui l'ont bien orthographié. Je pousse au raisonnement exprès un petit peu, c'est hyper basique, mais en fin de compte, on va vous demander ce genre de choses. Et donc la partie analyse, c'est pas juste regarder des courbes de trucs qui se baladent, c'est aller creuser et pouvoir segmenter et voir ce qui est intéressant vraiment à isoler. Maintenant, après, si vous avez 3 pelés qui ont un comportement qui a l'air super rentable, vous n'allez pas changer votre stratégie marketing parce qu'il y a 3 gars qui ont fait quelque chose. Après, vous allez commencer à pondérer ça par rapport à votre trafic. Donc, le but, si vous avez donc peut-être une chose à retirer aujourd'hui, donc c'est encore une fois, c'est l'hygiène. Rappelez-vous toutes les règles de mise en place du tracking. Regardez comment ce que vous allez faire va contribuer à la conversion et au succès de votre entreprise. C'est vraiment ça. Pensez conversion en premier, le reste est à la limite un peu obsolète. Faites des checklists si vous voulez. Et donc voilà, essayez de vérifier un maximum ce qui se passe. Ne prenez pas l'outil pour acquis. Ce que vous dit un Google Analytics ou un Bing ou autre chose, il ne devrait pas être complètement... vous ne devriez pas leur faire confiance complètement. Donc regardez bien ce qui remonte, faites-vous votre idée, on ne sait jamais. Voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en quelques minutes, on va dire. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce qu'on a des micros qu'on passe dans la salle? Ah, attends, j'ai mis déjà des questions là. Est-il possible, via l'outil, de vérifier le bon tracking? Je sais qui me pose la question, et oui, c'est possible. Voilà, donc évidemment, j'en ai un que je propose, venez me voir après, je ne vais pas faire de pub pendant le... Voilà, c'est pas ma culture. Mais oui, il y a des outils qui permettent de faire ça, oui, donc de vérifier que le tracking est bien mis sur toutes les pages. Recommandez-vous de bloquer les paramètres Gclead dans le robot TXT? C'est une drôle de question, parce que par définition, vous n'avez pas forcément de robots qui vont suivre des liens avec des paramètres Gclead. Enfin, on peut si vous voulez, hein, mais c'est... Gaëtan me demande que faire en quête de données personnelles qui remontent dans Google Analytics. C'est une très bonne question, Gaëtan. Gaëtan, tu pensais à quoi? Des numéros de carte bleue, des numéros de sécu, adresse email? Oui, Gaëtan. Ok, super. Dans quel contexte, par exemple, ça pourrait se produire? Il ne sait pas, d'accord. Ok, admettons qu'on tape son nom, prénom pour faire une recherche sur son profil. Je ne sais pas, dans Facebook ou autre chose. Non, je déconne, Facebook, vous êtes grillé déjà. Si vous avez besoin de taper une information personnelle, vous pouvez déjà regarder, alors si vous êtes vraiment parano comme moi, vous pouvez regarder si la donnée avec le nom, prénom remonte dans Google, mais ça, voilà, vous ne devriez pas avoir à le faire. Il n'y a pas moyen pour un internaute de savoir. Enfin, vous pouvez si vous êtes vraiment technicien, mais voilà. Après, c'est le travail du webmaster, ou en tout cas de l'équipe qui gère le site, de dire j'ai quelque chose là-dedans qui remonte, qui ressemble à un nom ou un prénom. C'est pas évident, parce qu'il faut savoir que ben voilà, il y a Gaëtan, c'est un prénom, que c'est un prénom d'un homme, qu'il a été donné il y a environ 30 ans. Voilà, c'est pas évident, d'accord. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir si le Gaëtan a été fondamentalement stocké. D'accord. Pour ceux qui veulent, il y a un atelier sur RGPD tout à l'heure, donc on pourra en discuter plus. Mais voilà, le fait de savoir si l'information perso, qui est typiquement genre un numéro de carte bleue, un numéro de sécu, une adresse postale, un code postal, un adresse email, tout ça, par exemple, c'est plus ou moins donc l'adresse email est plus ou moins détectable dans Analytics. Pour d'autres outils, c'est plus compliqué. Alors j'ai donc top 3 questions. D'autres questions peut-être dans la salle? Des micros qui se baladent peut-être? Pas tous à la fois. 3, 4, vendu. Il me reste à vous remercier. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour moi. Je ne sais pas qui passe après, vous savez? C'est Vincent. Il est où Vincent? Il est là-bas. Allez, je vous le laisse. Merci à tous et à toutes.